d'enseignants dont les membres ne soient amovibles que pour cause de négligence d'un produit d'incapacité. C'est-à-dire qu'il demande qu'il y ait un corps d'enseignants spécialisés. Parce que c'était la catastrophe absolue sur le plan de la capacité des enseignants. Les cahiers de la noblesse de Lyon insistent pour qu'on imprime à l'éducation des deux sexes un caractère national. Ceux de Paris demandent que l'éducation publique soit perfectionnée et étendue à toutes les classes de citoyens. Donc voilà quelques exemples dans les cahiers de doléances de la revendication de l'instruction sous l'égide de la philosophie des Lumières, et en particulier celle de Diderot, où les physiocrates, Turgot est un économiste, c'est un physiocrate, ça veut dire ceux qui considèrent qu'il y a un gouvernement de la nature. Turgot considère entre autres que le royaume de France a un retard important sur le royaume d'Angleterre, de ce point de vue-là, et il est favorable. Il a, par exemple, Adam Smith, il y a peut-être des gens qui s'est dit quelque chose, qui était le père de la philosophie libérale classique, est venu je crois que c'est à Toulouse d'ailleurs, enseigner aux dauphins. C'est-à-dire que la circulation des idées entre la philosophie économique classique et le royaume de France existe. Il y a toutes les concurrences historiques entre Watt et Denis Papal sur la machine à vapeur qui s'est inventée, etc. C'est cette période-là, c'est la période de la formation de l'industrie et où il commence à être socialement nécessaire d'avoir une instruction. Et pour ça, il faudra d'abord une première lecture, et c'est cette lecture que va opérer la Révolution française. Elle va écarter le clergé des tâches de la Révolution, de l'enseignement. Le clergé, le corps qui avait commencé à se spécialiser, c'est ce qu'on appelait les frères des écoles chrétiennes. L'essentiel, il y avait les jésuites aussi, mais les jésuites, c'était plutôt les collèges et les lycées, parce qu'on n'appelait pas encore les lycées, on appelait ça les collèges. Les frères des écoles chrétiennes, c'était les Salésiens, avaient commencé à se spécialiser dans l'éducation. La Révolution française va briser le monopole d'enseignement et, ce faisant, se forcer à poser les bases d'un autre système qui soit un système fondé à partir de 92 sur la République. Alors il va y avoir beaucoup de projets, 7 ou 8, qui vont être discutés pendant la période de la Convention, c'est-à-dire la Première République. Beaucoup de ceux-ci sont fondés sur des réflexions de Condorcet. Condorcet, c'est un marquis, mais c'est un marquis républicain, qui a consacré, qui fréquentait les mêmes salons que Diderot, et qui a consacré la plus grande partie de son énergie pendant le début de la Révolution française à écrire 5 mémoires sur l'instruction publique. C'est à lui que l'on doit ce concept d'instruction publique. Et il dit ceci: une égalité entière entre les esprits est une chimère. Mais si l'instruction publique est générale et étendue, si elle embrasse l'universalité des connaissances, alors cette inégalité est tout en faveur de l'espèce humaine qui profite des hommes de génie. Si au contraire, cette instruction est nulle, faible, mal dirigée, alors l'égalité n'existe plus qu'en faveur des charlatans de tous les genres qui cherchent à tromper les hommes sur leurs intérêts. Je pense qu'il y a là-dedans énormément de choses. D'abord, sur la prétendue égalité des chances. C'est vrai que donner à chacun l'égalité des chances, on y reviendra tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut paraître suffisant. Mais si on vous met tous sur la même ligne de départ avec des chances égales et que vous avez des corps aux pieds, une jambe de bois, mal à la tête, ou pire encore, vous n'allez pas tous aller jusqu'au bout. Mais en revanche, c'est destiné très souvent pour les promoteurs de cette idée-là à faire en sorte que ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout admettent que les autres leur étaient supérieurs. Et dans l'idée de Condorcet, il n'y a pas ça du tout. Il y a
le fait de donner à chacun le droit d'accéder à l'universalité des connaissances. Aujourd'hui, on dénigre l'universalisme. On dit c'est de l'empilage, est-ce qu'ils ont besoin de savoir tout, etc. Le point de départ de Condorcet, c'est tous les enfants ont le droit à bénéficier du corpus qu'a réuni l'humanité jusque-là. Et la troisième idée qu'il y a là-dedans, c'est que si on fait ça, c'est la place au charlatan. Et on fait autre chose. On y reviendra aussi. Deuxième citation de Condorcet, la puissance publique ne peut, même sur aucun objet, avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités. Elle ne doit imposer aucune croyance. Alors il s'agit à la fois d'opinion politique et de croyance. C'est-à-dire que pour Condorcet, l'instruction est obligatoirement laïque, ce qui veut dire qu'on ne doit pas enseigner une orientation politique aux enfants, et d'autre part, on doit écarter la religion de l'instruction. D'ailleurs, on va s'apercevoir assez rapidement qu'il y a une contradiction totale avec ce qui va suivre. C'est Bonaparte. Il prend immédiatement le contre-pied de ce saint principe, et le décret du 17 mars 1808 prévoit, article 38, toutes les écoles de l'université impériale prendront pour base de leur enseignement les préceptes de la religion catholique. Autrement dit, sous Bonaparte, le Parti noir revient avec donc l'Empire, et il ne cessera de progresser sous la Restauration. Sous la Restauration, il y a un seul enseignement qui se développe remarquablement, c'est les petits séminaires. Et d'ailleurs, ça posera des problèmes, y compris au gouvernement de Charles X, qui sera obligé de faire des circulaires pour dire « Faites gaffe, tous ceux qui veulent avoir une instruction disent qu'ils veulent être curés, s'inscrivent au petit séminaire et achètent même des soutanes. Méfiez-vous, il y en a des faux. » Mais c'était pour beaucoup de gens la seule possibilité d'accéder à l'instruction. Le fil de la Révolution française va revenir avec la première révolution anticléricale qu'il y a au XIXe siècle, c'est la révolution de 1830. La révolution de 1830 est d'un anticléricalisme remarquable, tout simplement parce que la période précédente était d'un cléricalisme remarquable. Autrement dit, il n'y a pas d'anticléricalisme s'il n'y a pas de volonté d'un clergé d'une religion d'asseoir son emprise sur la société. Et c'est une révolution bourgeoise qui va amener à la tête du gouvernement un banquier, le banquier Laffitte, et à la tête de l'État un nouveau roi, Louis-Philippe. Et cette révolution va devoir prendre du recul vis-à-vis du clergé catholique. Et ce recul, ça va être la nomination du protestant Guizot aux affaires, et en particulier aux affaires scolaires. Et Guizot va faire voter en 1833 une loi qui est maintenant connue sous son nom, qui est une loi de surveillance de l'enseignement, mais qui va avoir d'énormes conséquences quand même. Elle va obliger les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école publique, et elle va obliger les communes de plus de 6000 habitants à ouvrir une école publique supérieure. Cette loi Guizot va être sa propre audace, en quelque sorte, et va dire qu'il faut mettre tout ça à tous les niveaux, sous la surveillance du curé, puis de l'évêque, puis des cardinaux. Au Conseil supérieur de l'instruction publique, il y aura une majorité quasiment de cardinaux. Au plan local, c'est le curé qui est chargé avec le conseil paroissial de surveiller cette école. Au plan départemental, d'ailleurs, c'est l'époque où on va s'interroger sur le fait de savoir s'il faut faire des inspections académiques sur la circonscription territoriale des départements, ou s'il faut les faire sur la circonscription territoriale de l'évêché, du diocèse, parce que là, ça faciliterait la surveillance. Bon, finalement, c'est encore les départements qui vont l'emporter. Mais cette
avancée de la scolarisation avec des enseignants encore mal formés, des enseignants encore mal payés, les enseignants, les instituteurs de l'époque étaient payés, c'est dans le bouquin quelque part, à peu près entre le tiers et la moitié du salaire d'un ouvrier qualifié. Donc, c'était vraiment, quand on parlait de salaire de misère, alors, d'ailleurs, ça,